c'est Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, qui est avec nous. Bonjour Madame Vautrin. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler du tabac dans un instant, mais je voudrais vous poser une question. Hier, on a eu un long débat ici, dans les grandes gueules, à propos d'un rapport parlementaire. Vous voyez duquel je veux parler. Je crois que je vous vois arriver. Voilà, le rapport des députés Mendes et Léaumont à propos de la dépénalisation et légalisation du cannabis et de la cocaïne. Qu'est-ce que vous en dites, puisque les addictions, c'est aussi votre terrain. Honnêtement, on sait tous les dégâts que génère la consommation de cocaïne, de drogue en tout genre. Et on sait aussi, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, que dans les pays dans lesquels on a légalisé, on ne peut pas dire que la situation soit améliorée. Vous savez, moi, je suis originaire de Reims. Et je peux vous dire qu'à Reims, juste à côté, il y a un péage qui s'appelle Courcy, sur l'A26, c'est la route vers la Hollande. Eh bien, c'est toutes les semaines qu'il y a des trafics qui continuent. Donc, imaginez que quelque part dépénaliser, ça va générer une consommation régulée. Un, je ne pense que ce n'est pas le cas. Donc vous êtes et contre. deux, c'est un enjeu de santé publique. Mais pourtant, donc je suis pourtant, autour de nous, des pays européens l'ont fait, la légalisation, oui, la dépénalisation. Et vous avez vu les résultats? Ça vous paraît très engageant? Moi, je ne crois pas. Les trafics ne se sont pas développés, par exemple, au Portugal, oui, notamment. Mais je prends le cas des Pays-Bas sur lequel on a un vrai recul. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que les trafics continuent. Et donc, on se retrouve dans une situation où on a une consommation qui continue à exister, on a un trafic parallèle. Et je vais faire d'ailleurs une comparaison avec autre chose, avec le tabac. Regardez, aujourd'hui en France, le tabac est autorisé et pour autant, vous avez de la contrebande de tabac. Eh bien, malheureusement, je crois que si vous dépénalisez, vous aurez de la même manière, vous continuerez à avoir de la drogue qui circulera différemment. Donc résolument contre. On n'a rien à tirer de ce rapport parlementaire. On a toujours à tirer d'un rapport, c'est toujours intéressant de le lire, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va suivre. D'ailleurs, c'est la volonté du gouvernement à ce stade de ne pas dépénaliser. Vous le lirez quand même ou pas? Bien sûr. Ah oui. Ne serait-ce que par respect pour celles et ceux, un, qui l'ont fait, et deux, pour ceux qui ont donné du temps. Alors, vous êtes avec nous pour parler de cette nouvelle campagne qu'on va pouvoir écouter et entendre sur le tabac. Notamment, il y a 2 spots que les Français vont pouvoir regarder. Premier spot, on va les passer tous les deux d'ailleurs. Le premier, c'est façon Koh-Lanta, pour dire arrêter de fumer, c'est un défi et il faut tenir. Et c'est Denis Brognard qui parle à 2 candidats. C'est rare de réussir les choses du premier coup. Sophie, vous avez arrêté de fumer. Ça a été une aventure? Un défi même. Mais à force d'essayer et avec de l'aide, j'y suis arrivée. Ça doit parler à notre phénix, ça. Hugo, t'as été éliminé de Koh-Lanta la légende dès le début, et pourtant ça t'a pas découragé. C'est vrai. En fait, on m'a redonné une chance en m'envoyant sur l'île des Bannis, et grâce à ça, j'ai pu jour après jour gagner des épreuves pour revenir dans la compétition. Quand on relève un défi, chaque essai est un pas vers la victoire. Pour arrêter de fumer, faites-vous aider par Tabac Info Service. 12 millions de fumeurs encore en France. Donc, en fait, c'est une politique qui va sur 2 jambes. C'est-à-dire, d'un côté, on continue d'augmenter le prix du tabac. Et de l'autre, on dit, à vous d'arrêter de fumer. Il y a Tabac Info Service qui peut vous aider. C'est ça. Ce qu'on essaie, c'est d'accompagner, parce que ce que l'on voit, c'est qu'on a encore, en France, un nombre de fumeurs, vous venez de le rappeler, c'est 23% des adultes. C'est beaucoup plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE, où on est aux alentours de 16%. Et on connaît les méfaits. Je rappelle quand même qu'on a chaque année 75 000 personnes qui meurent des suites des conséquences du tabac. Je vais prendre un exemple qui est un exemple assez ancien, qui était celui de la sécurité routière. À l'époque où on a lancé les grands chantiers de sécurité routière, on avait 20 000 morts par an et on disait c'est beaucoup trop, ce qui était une réalité. On est aujourd'hui à un peu moins de 4 000 morts. Eh bien, quelque part, se dire qu'on a 75 000 personnes qui meurent des suites du tabac, ça reste un enjeu de santé publique et c'est surtout un enjeu pour chacune et chacun des personnes concernées. Et ce qu'on veut faire, c'est très concrètement accompagner. On n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit, on est là pour essayer d'aider à sortir du tabac. Flora? Bravo pour cette campagne. Moi, je crois beaucoup aux vertus de la sensibilisation, que ce soit pour le tabac ou la sécurité routière que vous avez pris comme exemple. Je sais notamment sur le tabac que la mise en place des paquets neutres a fait démarrer a fait ne pas démarrer le tabac un tiers d'adolescents européens. Donc, c'est des résultats qui sont vraiment excellents. Donc, bravo de faire de la prévention sur le tabac. Ma question pour vous est très simple. Il y a 11 millions de fumeurs de tabac et 10 millions de fumeurs de cannabis. Sachant que c'est la prévention qui fait reculer, est-ce que légaliser n'est pas le meilleur moyen de taxer, d'encadrer et du coup de faire de la prévention et de faire reculer le nombre de fumeurs? Parce que si on est des gros fumeurs de tabac, on est aussi des gros fumeurs de
cannabis, les premiers fumeurs d'Europe, il me semble. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas respecter les 10 millions de fumeurs de cannabis et les aider à sortir de leur addiction? Est-ce que vous ne pensez pas que votre position très très ferme est mauvaise, quoi, et pas la bonne dans l'intérêt de la santé publique? Madame Vautrin. Alors, moi, je pense que incontestablement, aider, c'est une évidence et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait d'aider. Pourquoi est-ce que j'ai une position ferme sur la légalisation et je ne suis pas toute seule à partager cette position? C'est parce qu'on voit bien que ça n'est pas parce que nous allons dépénaliser que nous allons stopper le trafic. Donc le sujet, c'est d'un côté informer, et je partage, et je suis d'accord avec vous, mais merci sur ce que vous disiez sur le tabac, mais je rappelle quand même qu'au moment où on se parle, on a encore 15,6% des jeunes de 17 ans qui fument. Donc vous voyez que même sur le tabac, oui, mais et je vais vous donner un autre exemple. Ça marche, ça pourrait être mieux. Et c'est la raison pour laquelle on essaie d'aider, y compris en évitant des sujets qui sont des sujets qui peuvent aller vers la consommation, y compris la consommation de drogue. Et je pense, par exemple, aux sachets de nicotine qui sont apparus il y a maintenant quelques années et qui étaient typiquement quelque chose qui pouvait conduire dans un deuxième temps à une consommation autre que celle de la nicotine. Et c'est la raison pour laquelle nous allons le supprimer en France en l'interdisant. Parce que l'idée, c'est aussi d'éviter qu'on puisse aller vers ces pratiques dans un souci qui est un enjeu de santé publique. Est-ce qu'il y a un palier supplémentaire à franchir? C'est-à-dire, il y a eu la loi dans les lieux fermés. Personne ne reviendrait dessus, alors. Voilà. Non, mais on est d'accord. Tous les restaurants de cigarettes Charles Consigny. Charles Consigny. Attendez, mais est-ce qu'on doit aller plus loin et faire comme certains voisins anglo-saxons ou aux États-Unis, dire on ne fume même plus dans la rue? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez en tête? C'est une vraie question. Par exemple, dans les réflexions, il y a les périmètres autour des lycées, pour prendre un exemple, qui est un lieu ouvert, parce que vous êtes à l'extérieur, et vous voyez encore plein de lycéens qui fument devant le collège. C'est clairement une réflexion de se dire... Alors après, vous allez me dire, oui, si on les fait aller 2 rues plus loin, on n'a pas forcément gagné. Mais en tout cas, il y a clairement une réflexion de se dire, personne ne reviendrait sur l'interdiction de fumer dans des lieux fermés. Demain, peut se poser la question. Je veux savoir, est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous envisageriez l'interdiction de fumer? Ça fait partie de nos réflexions. Aucune décision n'est prise sur le sujet, mais il ne faut rien s'interdire quand on est encore donc de très fumer au-dessus. de fumer dans la rue, autour des écoles, autour et tout simplement, de certains établissements. Vous avez un autre sujet, c'est l'autorisation. Si on veut aller plus loin, et je réponds en réfléchissant tout haut à ce que vous dites, il y a le sujet des mineurs. Est-ce que on laisse la possibilité à des fumeurs de fumer? On peut aussi interdire, ça peut être une réflexion. Comme l'alcool. Comme l'alcool, c'est interdit. Alors l'interdiction générationnelle, c'est-à-dire à quel âge? À partir de quel âge? Jusqu'à 18 ans, par exemple, pour tous les mineurs. Ça peut être une réflexion. Alors après, vous allez me répondre qu'on n'est jamais dans le jardin des gens ou dans la maison des gens et que, évidemment, on ne va pas aller voir à l'intérieur. Mais pour autant, ça peut être une démarche supplémentaire. Notre objectif à moyen terme, c'est quoi? C'est de réussir à aller vers une génération sans tabac. Une génération sans tabac, quand vous voyez qu'actuellement, on a encore 17% des jeunes qui fument, ça montre bien qu'on n'y est pas et qu'il faut continuer à travailler. Interdire les terrasses? Interdire de fumer aux terrasses? Mais il y a plein de choses qu'il faut qu'on mesure et qu'on regarde. Pourquoi pas? Alors, on a un deuxième spot à montrer, justement. Ah, voilà. Voilà. Et parce que je sais que celui-ci faisait réagir notre ami restaurateur Stéphane Manigold. Serait-ce les cafés? Alors, voilà, on voit un serveur qui commence, il est apprenti, c'est compliqué. Et en fait, c'est une espèce d'image, de métaphore sur c'est compliqué d'arrêter de fumer, mais si on persévère, on y arrive. Et pour ce serveur qui fait tomber les plats, en persévérant, il y arrive aussi. Deuxième spot sur le tabac. Allez Mehdi, premier jour, tu vas y arriver. Comme ça? Bon là c'est pas de chance. Allez, on lâche rien. Non, te décourage pas. Parfait ça. Et c'est pas grave. Tu sais, c'est rare de te réussir du premier coup, Mehdi. Voilà, comme un chef, l'important c'est de pas se décourager. Et pour arrêter de fumer, c'est pareil. Plus on essaie d'arrêter de fumer, plus on a de chances de réussir. Faites-vous accompagner gratuitement par un tabacologue au 39,89. Stéphane. Bon, Madame la Ministre, je me devais effectivement de relayer un message, parce que je suis sur un groupe WhatsApp où j'ai plus de 500 professionnels dessus, et je vais vous lire le message. Si le message de la campagne est de dire qu'il est aussi difficile d'arrêter de fumer que de venir travailler chez nous, je ne suis pas certain qu'en termes d'attractivité, on marque des points. Madame la Ministre, je tiens à vous informer qu'il est plus facile de venir travailler dans nos métiers que d'arrêter de fumer. Voilà, c'était le message que je voulais vous passer. Alors, je prends le point, mais d'un autre côté, je pense qu'on le voit bien.
l'aspect, la démarche créative, c'est pas de stigmatiser, c'est d'encourager. Et c'est fait sur un ton qui est plus on s'engage et plus on échange. Vous savez, ça me fait penser à une autre campagne dans un autre domaine qui était 100% des gagnants ont joué. Ben là, c'est 100% de ceux qui ont essayé finissent par y arriver. En d'autres termes, c'est pas parce que moi, ça m'est arrivé. Hein. J'ai fumé dans ma vie et j'ai arrêté de fumer il y a longtemps, donc je le dis d'autant plus facilement. Fumiez beaucoup? J'ai fumé, oui, tout à fait. Je l'assume parfaitement. J'ai arrêté il y a 20 ans quand même, hein, donc ça commence à faire loin. Mais la volonté, vous avez tenu? Ouais, parce qu'au bout d'un moment, vous finissez par vous dire qu'il y a un vrai enjeu et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Et je pense que quelque part, accompagner en se disant, bah oui, on se plante une fois, oui, ça peut arriver de reprendre. Ce qui est sûr, et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que le jour où on y est arrivé, il faut éviter de reprendre une cigarette, sinon on redémarre. Justement, je veux m'adresser à la ministre de la Santé et la ministre du Travail. Dans notre secteur, nous avons ce qu'on appelle les pourboires. Oui. Aujourd'hui, soit ils sont donnés en espèces et puis au fond, ils les dépensent comme ils veulent, soit on le met sur la carte et là, ça rentre dans une fiscalité. Aujourd'hui, les serveurs, les garçons de café, les coiffeurs, etc., préfèrent les prendre en espèces. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça permet d'aller acheter son paquet de cigarettes. Ça permet aussi de rentrer potentiellement dans les premières addictions. Pourquoi, Madame la Ministre, on ne mettrait pas la défiscalisation totale de ces pourboires et que réglé par carte? Parce que les débuts des addictions, c'est aussi j'ai de l'argent en espèces dans ma poche et puis je vais peut-être m'acheter 1 gramme, et je vous le dis en toute franchise, je vais m'acheter 1 gramme de cocaïne parce que j'ai cette espèce et puis qu'au fond ça m'a rien coûté et c'est de l'argent facile. Moi je pense qu'il faut arrêter cette espèce, il faut que nous, patrons, on puisse donner tous les 15 du mois, et en matière de pouvoir d'achat ce serait bon, tous les 15 du mois, il faudrait qu'on puisse verser l'intégralité des pourboires à tout le personnel, y compris de cuisine, parce que chez moi on donne à tout le monde. Moi j'entends l'idée d'abord, ce que je trouve sympa, c'est de le donner à tout le monde, ce qui est un premier point. Il faut changer la loi. Ouais, non, parce que par exemple, le personnel de cuisine, la loi dit juste pour qu'on soit précis, seules les personnes exposées à la clientèle bénéficient du pourboire. Non, mais ça se regarde. Et est-ce que vous pensez qu'au sein de la profession, les serveurs acceptent cette idée? C'est une discussion qu'il faut avoir. Il y a une petite concertation à mener ou pas sur le sujet? En tout cas, s'ils sont défiscalisés, moi je pense que c'est un bon point. J'entends le point, mais il y a 2 sujets. Dans ce qu'on se dit là, moi j'entends, et j'ai bien compris qu'il y a un sujet de déficit dont il faut que je discute avec Bercy. Ça ne vous a pas échappé, je ne suis pas en charge de ça, mais ça se regarde. Mais vous savez, on a l'habitude, on se voit tous les jours. Mais parallèlement à ça, je crois que ce qui est intéressant, c'est l'idée de toute une profession, pas juste les serveurs. Donc, ce que je retiens, c'est une petite concertation. 2, j'aime bien l'idée, et je l'aime d'autant mieux. Du plongeur au directeur. Il y a de moins en moins de gens qui ont de l'argent sur eux, ce qui veut dire que ceux qui ne le prendraient pas sur la carte, ça ferait une disparition des pourboires. C'est un sujet dont j'ai déjà plusieurs fois entendu parler et qui est un élément de pouvoir d'achat. Donc, je prends le point. C'est une vraie priorité en matière d'attractivité. Si ça peut aider à lutter contre les addictions, pourquoi pas? Flora, une dernière question. Ensuite, Didier Giraud. Alors moi, je voulais revenir sur l'histoire du cannabis. Je suis désolée, mais en 2021, il y a 3000 patients qui ont... On va parler... Vous êtes complètement ferme sur le cannabis. Juste sur le cannabis médical, il y a 3000 patients qui l'ont expérimenté en 2021. L'étude a eu d'excellents résultats. Et aujourd'hui, le cannabis médical devait entrer au droit commun au 1er janvier. Ça a été annulé. Aujourd'hui, il y a des patients qui menacent de se suicider si ça n'arrive pas au 1er juin. Est-ce que, au moins, sur le cannabis médical, vous avez l'intention de faire quelque chose? Parce que là, si ça, c'est pas un enjeu de santé publique et d'accompagnement des malades, moi, je comprends je comprends rien à votre vision. Mais vous savez, on va être très calme sur le sujet et se dire tout simplement qu'il y a... Ça tombe bien, j'ai été extrêmement... Il y a 2 sujets. Il y a d'un côté le sujet consommation et dépénalisation, il y a de l'autre côté un sujet médical. Le sujet médical, il fait l'objet actuellement d'études. C'est mon ministre délégué Yannick Neuder qui est sur le sujet. On connaît parfaitement la date du 1er juin et on se sera prononcé d'ici le 1er juin et on travaille actuellement sur le sujet. Donc quoi, vous allez juste dire non, mais vous n'allez pas me le dire ici en direct? Mais attendez, vous savez, il en faut plus pour m'empêcher de vous dire ce que j'ai envie de vous dire. J'ai été claire sur la dépénalisation. Si j'avais une réponse prête tout de suite, je vous le dirais de la même manière. La dépénalisation, c'est non. Le cannabis médical, c'est non, mais dans 2 mois. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on était en train de travailler sur le sujet. D'accord, on vous attend au tournant. Rendez-vous avant le 1er juin. Je serai très attentive. Je vous fais confiance. Puisqu'on est sur les addictions, il y a un prochain sujet qu'on va évoquer avec vous dans un instant, c'est les écrans. L'addiction des écrans, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les enfants dès 3 ans peuvent être exposés 1 heure, voire même plus aux écrans. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu aussi pour la famille, et ça, puisque vous êtes aussi ministre de la Famille.